Ça marche? Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes beaucoup plus nombreux que moi. C'est un peu impressionnant. Hein. C'est un peu impressionnant. Donc, je vais essayer de ne pas me laisser intimider. Je remercie beaucoup la mairie de Vendeuvre de me donner l'occasion de causer avec vous. Comme je dis souvent, je suis très bavard, donc moi, si on me donne l'occasion de parler, je suis content. Donc, et puis, alors, il y a beaucoup de monde parce que, je pense que c'est un thème dont, en ce moment, tout le monde parle beaucoup, quoi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode. Et quand on m'a sollicité pour faire une conférence sur le thème de la confiance en soi, je vous avoue que j'étais un petit peu embêté. J'étais un peu embêté parce qu'au départ, c'est un thème, justement, que j'aurais préféré, en quelque sorte, dénoncer ou critiquer, plutôt qu'expliquer. J'aurais aimé pouvoir présenter ce concept comme risqué, voire peut-être même dangereux. Alors, au début, j'ai pensé à dire, non, écoutez, vous trouverez bien quelqu'un qui vous parlera de ça bien mieux que moi, qui vous expliquera la chose. Voilà, moi je vais embêter les gens, je vais leur dire que la confiance en soi, il faut quand même s'en méfier. Voilà, bon, et puis je me suis dit, je vais venir quand même, parce que finalement, même si on n'est pas d'accord, il faut reconnaître que la confiance en soi est un sujet très très populaire et dont on parle énormément. Et tant qu'à faire, s'il y a un message à donner, alors je ne veux pas que j'ai un message original, je vais rien vous dire révolutionnaire, je pense, mais si c'est un message un peu différent, tant qu'à faire, autant en parler, essayer d'en discuter. J'essaye d'écrire un peu sur la question aussi, donc voilà, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Alors on nous fait des articles sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, c'est la cousine germaine, hein. Puis on nous explique comment en avoir plus, comment avoir plus de confiance en soi, plus d'estime de soi, comment en gagner à nouveau quand on en a perdu. D'accord ? J'en profite pour me présenter, donc effectivement Philippe Haïm, je suis psychiatre et je suis psychothérapeute. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, alors vous me dites si ça vous va ou pas, hein, si vous êtes d'accord ou pas avec l'idée, mais parfois l'impression que ça peut donner comme ça, c'est que mon métier de thérapeute consiste, l'alpha et l'oméga de mon métier, ce serait de donner plus de confiance en soi et d'estime de soi. Si on regarde d'un certain point de vue. Je passe sur les pathologies très compliquées comme je sais pas, la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. Mais la plupart des gens qu'on reçoit en psychothérapie, d'un certain point de vue, on pourrait presque résumer à ça. Prenez quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui fait une dépression, alors il n'y arrive pas, il pense que tout est foutu, qu'il va pas y arriver, qu'il va plus arriver à avancer. On pourrait dire qu'il a une estime de lui-même qui est très basse, il se sent un peu nul. Alors il faudrait peut-être lui augmenter son estime de soi. Ou tous les troubles anxieux, les gens qui ont des anxiétés, alors ils sont pas sûrs, est-ce que je vais y arriver, je vais pas y arriver, je le fais, je le fais pas, ça m'angoisse. Alors il n'a pas confiance en lui, alors il faudrait augmenter la confiance. Donc on pourrait avoir l'impression comme ça que mon métier de thérapeute, c'est vous avez une jauge avec la confiance en vous, l'estime de vous. Elle est un peu trop vide, et puis on va la remplir un peu. Et puis quand elle est suffisamment remplie, voilà, la thérapie est finie, merci docteur, au revoir. Ça donne cette impression-là. Hein. Je vais même aller un peu plus loin dans mon métier même de formateur. J'ai mis l'Institut Utile, c'est un institut de formation à l'hypnose et aux thérapies brèves pour les soignants. Quand je forme les gens à faire de la psychothérapie, c'est une question qui me pose aussi. Est-ce qu'on va apprendre des outils pour augmenter l'estime de soi ? Est-ce que tu nous apprends comment on va aider les gens à avoir de la confiance en soi ? Non. Non, parce que ça m'embêterait beaucoup. Ça m'embêterait beaucoup. Donc, moi j'en entends beaucoup parler de la confiance en soi. Et ce que je voudrais défendre aujourd'hui, tout est dans le titre, hein, c'est que finalement, plutôt qu'avoir confiance en soi, il s'agit plutôt d'être soi-même. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu de quoi je parle, en faisant un petit détour par des notions peut-être un peu plus théoriques, que j'ai essayé de simplifier au maximum dans ma façon de voir les choses, mais bon, vous me direz si ça va, et puis on aura un temps pour les questions, bien sûr, à la fin. Alors, bon, la confiance en soi, donc je vais pas m'étendre sur les définitions. Théoriquement, la définition, avoir confiance en soi, c'est se sentir capable. J'ai confiance que je vais pouvoir le faire. Je me sens capable, donc avoir confiance et se sentir capable.
l'estime de soi, donc estimer, c'est donner une valeur. J'estime que cette voiture vaut tant, j'estime un appartement, donc c'est donner une valeur. Donc c'est se sentir valable. Donc la confiance en soi, c'est se sentir capable, l'estime de soi, c'est se sentir valable. Donc moi, ce que je voudrais défendre, c'est l'idée que ce qu'on recherche pour aller mieux et pour donner du sens à sa vie n'est pas quantitatif, c'est-à-dire c'est pas une quantité qu'on augmente, mais c'est qualitatif, c'est-à-dire c'est une modalité différente plutôt qu'une quantité différente. Et la modalité différente, c'est être soi-même. Alors, être soi-même, qu'est-ce que veut dire être soi-même? Être soi-même, être présent à soi-même, être en soi-même, en accord avec soi-même, d'accord? Toutes ces idées-là, ça nous parle un peu spontanément, mais c'est pas évident à définir. Hein. Être en accord avec soi-même. J'ai énormément de patients, par exemple, qui rentrent dans mon bureau en me disant « je me reconnais plus ». C'est plus moi-même. Je sais pas, c'est pas moi de faire ça, c'est pas moi, ça de rester tout le temps déprimé toute la journée, je me reconnais pas. Ah, j'arrive plus rien ne m'intéresse, j'ai plus envie de jouer avec mes enfants, c'est pas moi ça, je me reconnais plus. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc on est en plusieurs morceaux. Donc pour le simplifier, je vais appeler ça être dissocié. Et si je suis en accord avec moi-même, alors je suis associé. Je suis associé à moi-même. D'accord? Donc je voudrais parler de cette affaire d'association et de dissociation. Et pour vous dire, voilà, j'ai déjà... j'ai vendu tout le truc de la conférence. Hein. Si vous avez trop chaud, vous pouvez rentrer, boire un truc frais. Vous savez déjà tout. Alors, je vais donner quelques exemples. J'essaierai, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, mais j'aimerais bien essayer de donner un peu toujours les mêmes exemples tout le long de la conférence pour, au fur et à mesure que j'explique les concepts. Alors, il y a des situations d'association, des situations de dissociation. Alors, par exemple, situation d'association à soi-même. Un exemple simple, vous êtes avec un ami, vous buvez un verre, vous êtes en accord avec vous-même. Ça va bien, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. D'accord ? Donc l'association, par exemple, là, elle est entre le corps et l'esprit. Ce que je fais avec mon corps et puis ce qu'il y a dans ma tête, ça va ensemble. L'association, elle est aussi entre mes intentions et mes actions. Ce que je veux faire, ça correspond à ce que je fais. J'ai envie de passer du bon temps, j'ai envie de boire une bière, je commande une bière, je bois. Mon corps et mon esprit fonctionnent ensemble, mes intentions, mes actions fonctionnent ensemble. Exemple inverse, je suis dans une réunion professionnelle, dans mon service, puis entre autres, dans l'équipe, là, il y a quelqu'un qui m'a déjà fait des petits coups dans le dos. Puis là, la réunion ne se passe pas forcément bien, j'ai l'impression qu'ils sont en train de décider des choses sans moi, sans m'en parler, qu'ils en ont parlé avant mais qu'ils ne m'ont rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets à me dissocier. C'est-à-dire qu'au niveau de mon corps, je suis là, je fais semblant, je suis toujours dans la réunion, mais dans mon esprit, il se passe tout autre chose. Je suis en train de ruminer, de cogiter, de mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, pourquoi il me regarde comme ça? Tiens, ces deux-là, ils se sont mis d'accord, d'accord? Pareil, les intentions, les actions ne vont pas ensemble. Je fais quelque chose, mais c'est pas ce que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire, c'est leur dire, mais attendez, ça va pas la tête, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Et je le fais pas. Je me dissocie de moi-même. D'accord? Prendre un exemple un peu plus psychologique, le deuil, vous perdez un être cher, et il y a des gens qui se disent, c'est pas possible. Je veux pas, je ne peux pas accepter, hors de question, non, c'est pas possible. Là, je dissocie ce que je ressens dans la réalité, je ressens une grande perte, et puis dans ma tête, je sens autre chose, alors je coupe en deux. En France, on est très fort pour couper... On a inventé la guillotine, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, entre les intentions et les actions, je sais pas moi, on veut protéger un enfant, et pour le protéger, on lui hurle dessus. Mais en fait, il se sent en insécurité si on lui hurle dessus. Mais oui, mais c'était pour le protéger. Et je sais bien quelque part que ça lui rendait pas service, que je lui crie dessus, mais ah, il y avait une intention, une action qui ne sont pas les mêmes. Ah, ma mère me surprotège, ma mère me couve, elle m'étouffe. Je la déteste. Attends, elle avait une intention, à ton avis, de te nuire? Non, elle voulait me protéger. Ah, elle met son action, d'accord, donc il y avait un problème entre l'intention et l'action, alors. En fait, finalement, elle me voulait du bien, mais elle s'y prenait vraiment mal.
Vous voyez ce que je veux dire, hein? Comment on peut décoller, recoller les morceaux. Donc en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que quelque chose me menace, hein, comme l'exemple de la réunion, ou comme l'exemple du deuil, il se passe un truc qui me heurte de plein fouet, et je dois l'intégrer. Je dois l'intégrer. Il y a un truc qui me fait mal, je dois l'intégrer. Je dois en tenir compte. Enfin, par exemple, le deuil, hein, je dois l'intégrer. Ou le traumatisme, il m'arrive un truc, on m'agresse. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Il faut que je puisse intégrer ça parmi le reste de mes souvenirs, même si c'est un mauvais souvenir. Donc je dois l'intégrer. Alors qu'est-ce qui se passe quand il m'arrive quelque chose et que je veux l'intégrer? Pour l'intégrer, souvent je me dissocie, hein, je sors de moi-même, je regarde ce qui m'arrive, d'accord? Et puis, je réemboîte avec le reste, et je me réassocie, dans le meilleur des cas. Mais quand je vais mal, quand je refuse ce qui m'arrive, ça me revient dans la figure. Non, c'est pas vrai, je peux pas croire qu'il est mort. Poum, et je fais que penser à sa mort. Mais non, c'est pas possible, oh là là, mais c'est encore pire. J'essaye de ne pas y penser, je l'accepte pas, et ça me revient dans la figure. C'est l'effet ours blanc. Hein. Ne pensez pas à un ours blanc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et quand j'essaye de ne pas y penser, ça me revient dans la figure. Ils ont fait une étude comme ça, où ils demandent aux gens, ce soir avant de dormir, ne pensez pas à un ours blanc. Donc déjà pour s'endormir. Et le lendemain matin, ils disent tous qu'ils ont rêvé d'ours blanc. C'est-à-dire, vous essayez d'éloigner un truc, et ça vous revient dans la figure. Vous êtes bloqué en dissociation. Vous n'êtes pas vous-même, vous n'acceptez pas votre propre ressenti. J'ai une angoisse, mais non, faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Et du coup, vous pensez qu'à votre angoisse. Vous ne pensez qu'à ça. Vous ne voyez plus que ça. Vous êtes bloqué dans la dissociation. La dissociation, c'est-à-dire qu'on coupe un morceau. Il y a une partie de moi qui est coupée de moi et qui obnubile ma pensée. Voilà. J'ai une boule d'angoisse dans le ventre. Je ne pense qu'à ça, je ne vois que ça. Mon ventre, c'est devenu un morceau détaché de moi-même, que je ne fais que regarder. Et il n'y a que ça qui... Voilà. Ah mais viens, on va faire ça. Non mais oui, mais je disais, j'ai une angoisse dans le ventre, là, c'est... Et tu as remarqué que hier, le président... Non mais j'ai une boule d'angoisse, là, dans le ventre, là. Je suis bloqué en dissociation. Donc je ne suis pas moi-même. Je regarde ce qui m'arrive, et je ne peux plus m'en sortir. Vous voyez, ça fonctionne comme le Jokari, hein. Vous tapez dans la balle de Jokari, plus vous tapez fort, plus elle vous revient dans la figure fort. Ça va jusque-là? Bon, vraiment j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Je vais essayer maintenant d'expliciter avec quelque chose d'un peu plus psychologique et de dimension de la conscience. Vraiment j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Je vais essayer maintenant d'expliciter avec quelque chose d'un peu plus psychologique et de dimension de la conscience. Alors, comment ça s'organise dans nos têtes? Je vais essayer de vous donner un petit modèle. C'est pas facile de simplifier parfois. Je vais essayer de vous donner un modèle qui peut, à mon avis, bien montrer à la fois la façon dont on se développe, la façon dont on est agressé par l'environnement, et la façon dont on se dissocie et on se réassocie. C'est un modèle en 4 strates. Alors, comment un enfant se développe? La première étape du développement, c'est une étape qui passe beaucoup par le corps. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient d'arriver au monde, il a un cerveau qui est un disque dur vierge, hein, et il commence à accumuler des informations. Les premières informations qu'il accumule concernent son corps. Parce qu'au début, il n'a pas de notion de son propre corps. Un enfant, mettez-vous à la place d'un bébé 2 minutes, si vous pouvez, c'est pas facile. Il a faim, mais il ne sait pas qu'il a faim, lui, hein. Il a une sensation désagréable dans le ventre, d'ailleurs il ne sait pas qu'il a un ventre, mais il sait que là, ce qui se passe, c'est douloureux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Réflexe, il crie. Et quand il crie, oh magie, un sein apparaît, et il a le réflexe de téter, et ça va mieux. Mettez-vous du point de vue de l'enfant, qui vous dit que ce n'est pas le cri qui a créé le sein? Du point de vue de l'enfant, c'est pas impossible. D'accord? Il bouge le bras, il y a du tonnerre dehors. Qui dit que c'est pas le bras qui a fait le bruit? Puisque c'est au moment où j'ai bougé le bras qu'il y a eu le bruit. Vous voyez, comme l'enfant n'a pas les limites de son propre corps, à un moment donné, il va les acquérir, parce que des fois, il va crier, et puis le sein n'apparaîtra pas, ou pas tout de suite, parce que la mère est occupée, ou je ne sais pas. Et là, il va commencer à se dire, ah d'accord, il y a une interaction, en fait. Ah, d'accord. Donc, après avoir acquis
le corps. Donc le corps, il va découvrir rapidement les besoins du corps. J'ai besoin que mon corps soit en sécurité, qu'il ait suffisamment mangé, suffisamment chaud, enfin, voilà, qu'il soit suffisamment protégé. Et à partir du moment où je suis en sécurité avec mon corps, je peux commencer à aller dans les relations. Donc, j'ai compris qu'il y a moi et autres, et je peux commencer à entrer en relation. Et de la même façon, cette relation, elle va pouvoir se passer de différentes façons. La relation peut être sécure, comme dit Bowlby, peut être sécurisante, ou elle peut être insécure, c'est-à-dire une relation sur laquelle je ne sais pas si je peux compter dessus ou pas. Quand je vais demander quelque chose à ma mère, je ne sais pas si elle va me crier dessus ou être gentille. Alors du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. La relation est insécure. Relation sécure, c'est la relation sur laquelle je peux compter. Je vais sécuriser cette relation en essayant de voir... Voilà. Et une fois que j'ai sécurisé cette relation, qu'il y a une certaine confiance, que je suis dans un environnement où je peux avoir confiance dans les gens qui m'entourent, alors là, je vais pouvoir agir. Pour ceux que ça intéresse et qui aiment bien les notions plus psychologiques, je vous recommande de lire ce bon vieux Winnicott, qui a beaucoup parlé de l'enfance et qui montre bien que c'est quand la mère sécurise son enfant que l'enfant peut se permettre de jouer. Et c'est en jouant qu'il apprend. Un enfant, il ne joue pas s'il est dans un environnement insécure. Un enfant qui est maltraité, qui est délaissé, etc., normalement, un médecin, il n'a pas besoin d'être psy. Il suffit qu'il ait vu des enfants. Un enfant, il arrête de jouer, il y a un problème. Donc, une fois que j'ai mis en place ce système relationnel, je rentre dans l'action. Je peux agir. Je peux agir sur le monde. Et je peux commencer à regarder ce que ça fait, avec curiosité. Une phase qui énerve un petit peu les parents, vers 18 mois, là, comme ça. Si vous engueulez un enfant parce qu'il a fait une bêtise, ça ne le vexe pas du tout. Il ne pleure pas, il vous regarde. Le gamin, il approche les doigts de la prise. Vous dites, non, non, ça suffit, tu enlèves tes doigts, il ne faut surtout pas toucher la prise. Et là, il vous regarde et il remet les doigts. Ceux qui rigolent sont parents. Pourquoi il fait ça? Il teste. J'agis, et là, ah, ça fait ça alors, ok, donc quand je fais ça, tu fais ça. D'accord, je note. Et au bout d'un moment, je découvre que j'ai le choix entre plusieurs actions. Je peux faire ça ou je peux faire ça. Je commence à avoir de plus en plus de choix. Ils testent les enfants avant ça. Ils lâchent un objet par terre, ça tombe, on leur repose, ils le relâchent. Ils testent. Est-ce que je peux compter toute ma vie sur le fait que quand je lâche un objet, ça tombe? Aujourd'hui, pour nous, c'est évident. Vous lâchez un objet, il tombe. Vous avez acquis ça en faisant tomber des milliers de fois un objet par terre. Parce que vous êtes dans la phase, j'agis, ah, ça fait ça. Action, réaction, d'accord, ok. Ensuite, je commence à avoir le choix. Je peux faire tomber l'objet, parce que je vois bien ce que ça va faire, ou je peux ne pas le faire tomber. Est-ce que je peux faire tomber ce crayon, ou est-ce que je peux dessiner avec? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? D'entendre un bruit, ou j'ai envie de faire un rond? Donc là, je commence à mettre en route mes intentions, ce que je souhaite faire. Et c'est mes intentions qui vont définir ce qui va être mon identité. Alors même quand on est bébé, c'est un enfant joueur. C'est un enfant très actif. C'est un enfant qui aime la musique. C'est un enfant très gentil. C'est un enfant un peu agressif. Il met des intentions qui définissent son identité. Plus tard, ces intentions vont devenir des valeurs. Je suis quelqu'un de généreux. Je suis quelqu'un d'économe. Je suis quelqu'un d'attentif. Ces valeurs-là auxquelles vous vous référez, pourquoi tu as fait ça? Parce que moi je suis quelqu'un de loyal. Ces valeurs-là auxquelles vous vous référez, qui sont en fait vos intentions, définissent votre identité et qui vous êtes vous-même. Ça va? Vous me dites quand ça va pas, si ça va trop vite, si c'est... Donc, le corps et les relations, cette sécurité du corps et des relations, c'est ce que j'appelle, alors c'est... je trouverai un nom plus joli la prochaine fois, mais bon, moi j'appelle ça le fond et la surface. Le fond, vraiment, de la sécurité, c'est le corps et les relations. Et la surface, ce qui apparaît, c'est les actions et les intentions et la façon dont elles sont connectées entre elles. Ok? Quand on est agressé par l'environnement, on est agressé exactement dans cet ordre-là, du haut vers le bas. Je vais prendre un exemple, parce que c'est des choses qu'on voit, et puis ça permet bien d'illustrer. La violence, par exemple. Le harcèlement sexuel. Le traumatisme. Qu'est-ce qui est attaqué en premier? Qu'est-ce qui est attaqué en premier? Mon identité. Exemple, une collègue qui me raconte que sa fille, un soir, le patron de l'entreprise paye un verre, tout le monde y va, elle s'est bien habillée, il passe une très bonne soirée,
Le lendemain, le patron lui fait la tête. Elle va le voir, lui demande ce qui se passe, et elle finit par comprendre que sous prétexte qu'elle avait mis une jupe, alors lui, il s'attendait à ce que elle est attaquée dans son identité. Ah, c'était ça ton identité, t'as mis une jupe, ça voulait dire que, bon, on peut s'en sortir à ce stade-là, c'est-à-dire qu'elle lui a répondu avec l'identité. Eh, attends, tu crois quoi? Tu crois que c'est parce que j'ai mis une jupe que tu peux te croire tout permis? J'ai des valeurs, ça va pas la tête? On peut arrêter les choses à ce niveau-là. Mais ça peut aller plus loin. Parce que vous disent les gens qui sont traumatisés? Ils vous disent « j'ai pas pu réagir, j'ai rien pu faire ». Si vous êtes attaqué dans votre identité, vous allez chercher à réagir, à faire quelque chose. On veut m'agresser, je vais chercher à réagir, je vais pas m'enfuir, appeler quelqu'un, faire quelque chose. Parfois ça peut marcher. Par exemple, il y a des études qui ont montré que sur un accident de voiture, sur une scène d'accident de voiture, les gens qui avaient pu appeler les pompiers avaient moins de psychotraumatisme que les gens qui ne l'avaient pas fait. Ils ont eu l'impression d'être utiles à quelque chose. J'ai eu un patient comme ça, accident de voiture, il court, il s'en sort indemne, mais il y a plein de voitures partout, il y a du sang, il y a des gens blessés, ça hurle. Et il entend une femme qui dit « sortez-moi de là, sortez-moi de là ». Et elle est dans sa voiture, il dit « cool, je vais pouvoir aider, je vais faire quelque chose ». Il ouvre la porte, elle avait les jambes en 1000 morceaux, il ne pouvait pas la sortir de la voiture. Son traumatisme, c'était ça. C'était « j'ai rien pu faire ». Donc ceux qui peuvent faire peuvent s'en sortir. Si ensuite on ne peut rien faire, parce que c'est souvent ça qui arrive quand on est traumatisé, on va se tourner vers les relations. J'ai rien pu faire, j'ai été traumatisé, voilà ce qu'on m'a fait. Mais on m'a aidé. Mais les policiers ont été très professionnels. Mais j'ai rencontré un psy qui m'a aidé. Mais ma famille m'a entouré. Oui, je me suis faite violer, mais toute ma famille m'a soutenu, ils ont porté plainte avec moi et je ne me suis pas senti seul. C'est ce que j'appelle le tiers sécure. C'est-à-dire que quand on est agressé, on se tourne vers un tiers. Et le tiers peut nous aider à nous en sortir. Mais parfois, il y a une défaillance du tiers sécure. Maman, papa, il m'a fait ça. Tais-toi, faut pas en parler. Défaillance du tiers sécure. Et là, ça fait des traumatismes graves parce qu'on a voulu compter sur quelqu'un. Ou pour prendre un autre exemple, par exemple, j'ai une collègue qui travaille à l'hôpital militaire. Elle dit que sur les personnes psychotraumatisées, elle voit la différence entre les personnes qui, après un traumatisme de guerre, se sont senties soutenues par l'armée, qui a reconnu leurs efforts, qui leur a donné une médaille, etc. Et ben, ils s'en sortent mieux que les gens qui disent « c'est terrible, j'ai fait des trucs terribles, j'ai vu des gens mourir, etc. machin, et j'ai eu l'impression que l'armée m'a délaissé ». Ils ont eu l'impression à tort ou à raison, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, cette impression de défaillance du tiers sécure vous met dans le traumatisme. Ok? Et la défaillance du tiers sécure aboutit généralement aux traumatismes les plus graves, c'est-à-dire ceux où les gens s'en prennent à leur propre corps. Ils vont tellement mal qu'ils vont s'en prendre à eux-mêmes, ils vont avoir des troubles du comportement alimentaire, ce qui est une façon de s'en prendre à son corps, ils vont se faire du mal, vouloir mourir, enfin. D'accord? Donc, l'idée globale, c'est que, pour le dire en une phrase, la sécurité précède l'autonomie. On vit dans un monde, et dans un drôle de monde. Je vais essayer de vous parler un peu du monde. C'est vaste, hein? On vit dans un monde où une des valeurs les plus importantes qui est mise en avant, c'est une valeur d'autonomie. Il faut être autonome, comptez sur vous-même, ne comptez pas sur les autres, hein, comptez sur personne. Et c'est comme ça que vous serez en sécurité. Quand vous pourrez compter sur personne, vous serez en sécurité. Alors moi je dis exactement l'inverse. C'est parce qu'on peut compter sur les autres qu'on est en sécurité. Alors, regardez un enfant qui apprend à marcher. Il apprend à marcher, vous lui tenez la main, et à un moment donné, vous dites « bon, écoute, je suis là, je suis derrière toi, si tu tombes, je te rattrape. » Si l'enfant il est en sécurité dans la relation, il va regarder droit devant lui, il va marcher. Si il n'est pas encore assez en sécurité dans la relation, il se demande si vous allez vraiment le rattraper ou pas, et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, et il tombe. Ah oui, parce que c'est difficile de marcher en avant quand on regarde en arrière. Encore plus vrai pour le vélo. Un exemple que j'aime bien prendre, justement, par rapport à ça, c'est, vous avez vu le très beau film Kramer contre Kramer? Hein, il y en a qui l'ont vu. Il y a toute cette histoire d'un père qui crée une relation avec son fils. Et il y a une scène qui émeut beaucoup de monde, mais les gens ne savent pas trop pourquoi, c'est la scène où il lui apprend à faire du vélo, justement. Il le pousse, il le pousse, il le pousse, comme ça c'est vachement bien filmé, en plus avec le père qui vient de plus... Et il dit « vas-y, 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 vas-y !»
Ouais, super, il encourage derrière, et la caméra elle est sur le gamin qui avance, et le père devient de plus en plus flou et il crie derrière. Les gens sont très émus par cette scène, parce que qu'est-ce qui se passe? Ça résonne en nous parce qu'il y a une sécurité relationnelle. C'est ça qui est fort. C'est pas que le gamin sache faire du vélo qui nous émeut. D'accord? C'est ça qui se passe. D'abord la sécurité relationnelle avec le père, et après il peut faire du vélo. Et cette scène, c'est une scène pivot dans le film. C'est à ce moment-là qu'on comprend que la relation est établie entre le gamin et le père et que ça va devenir très compliqué. D'accord? Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande vivement ce chef-d'œuvre avec Dustin Hoffman. Bon, il y a d'autres cas. Par exemple, je suis très féministe. Il y a eu cependant des avatars du féminisme qui ont été un peu radicaux et qui ont dit aux femmes, en fait, le but c'est ne comptez plus sur les hommes, ne comptez sur personne. C'est quand vous serez totalement autonome, quand vous serez libre de partir à n'importe quel moment, c'est là où vous serez autonome. Attention, c'est pas une histoire d'hommes et de femmes. Là, quand on dit ça, on est dans une optique de guerre, pas dans une optique de sécurité relationnelle. Donc, que les femmes aient le droit aux mêmes droits et aux mêmes chances, pour moi c'est quelque chose de fondamental et on en est assez loin. Mais attention, si on rentre dans une optique de guerre, non attention, l'insécurité et la guerre ne mènent pas à l'autonomie. Donc, pour vous donner l'idée, qu'est-ce qui se passe quand on est associé et qu'est-ce qui se passe quand on est dissocié dans ce modèle-là en 4 strates? Qu'est-ce qui se passe quand on est associé au niveau du corps? Je reprends l'exemple, toujours les mêmes. Vous buvez un verre avec un ami. Quand vous êtes associé au niveau du corps, votre corps est spontané. D'accord? Il est spontané et il est accepté. C'est mon corps, il est comme ça. Vous êtes associé, vous êtes dedans, vous êtes en vous-même. Enfin, allez, on va prendre des exemples triviaux. Une relation sexuelle, acceptée, consentie, dans laquelle on est bien, on est dedans. Si on s'en éloigne, on n'y est plus. Si on se dit, je suis en train de... si vous vous dites, je suis en train d'avoir du plaisir, vous n'avez plus de plaisir. Il faut être dedans. Et pour être dedans, c'est un moment où le corps est accepté. Comme je disais à une patiente, vous avez des complexes, d'accord, n'empêche que quand vous avez une relation sexuelle, c'est comme un espèce de contrat. Vous dites à la personne qui est avec vous, voilà, c'est moi. Et puis c'est comme ça. Donc, votre corps est spontané et il est accepté. Quand le corps n'est pas accepté, ça devient très compliqué. Corps accepté, et alors de nos jours, très dur d'accepter son corps. Les Françaises sont aussi championnes. J'ai eu une étude sociologique assez intéressante là-dessus. Mais bon, je ne vais pas en parler, j'ai pas le temps. C'est un livre qui s'appelle La guerre des fesses, qui a été écrit par un sociologue. C'est assez marrant. Lui-même est marrant, il a des grosses moustaches. Si vous êtes dissocié, votre corps est raidi. Vous vous raidissez. Rappelez-vous l'exemple de la réunion professionnelle, là, vous commencez à vous raidir. Votre corps est refusé. Je veux pas le voir. Donc, les gens qui ont même du mal avec leur corps, qui finissent par éviter les miroirs, par ne pas se regarder. J'ai même une patiente qui m'a dit, même pour me laver, je me lave avec une éponge, parce que même le contact avec moi, ça va mal, c'est dur. Donc le corps est refusé, il est nié, je ne vois pas mon corps. Et nié, pour prendre des exemples plus banals, l'angoisse. Non, il ne faut pas que je ressente cette angoisse, je nie mon angoisse, au lieu de l'accepter et de l'affronter de plein fouet. Non, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Au niveau des relations, alors, là, c'est assez clair. Dans la partie associée, la relation est basée sur la sécurité, la confiance, la collaboration. Je collabore avec l'autre. La coopération. Tandis que dans la dissociation, c'est basé sur l'inverse, c'est-à-dire la méfiance et la rivalité. Quand je suis associé, qu'est-ce qui se passe au niveau de la surface? Il y a une association. Les actions, on les reconnaît comme étant celles de nos intentions. Les actions sont reconnues. Et les intentions, elles sont quoi? Elles sont les nôtres. Tandis que quand on est dissocié, les intentions, elles viennent d'ailleurs. On va rejoindre le sujet du départ dans pas longtemps. Les choses vont s'emboîter. Les intentions viennent des autres. C'est les autres qui m'imposent des intentions, qui m'imposent des « il faut ». Il faut maigrir. Il faut rester zen. Il faut être performant. Il faut savoir prendre soin de soi, éduquer ses enfants, travailler, être heureux, être bien en couple, jamais s'énerver.
les intentions des autres. Et donc je fais des actions qui visent à me conformer aux intentions des autres, aux intentions sociales, hein, et je ne m'y reconnais pas, et je ne me sens pas bien. Et je ne me sens pas bien parce que je suis dissocié. Donc ça, c'est le schéma global. D'accord ? Donc, je suis avec un ami, je bois un verre, je me sens associé. Alors, petit contre-exemple, juste pour faire réfléchir un petit peu. Je dîne avec mon patron, parce que je voudrais une augmentation, négocier un autre poste. J'avais bien l'intention de prendre une bière, mais enfin bon, je trouve que ça se fait pas trop, je suis dans un resto assez sympa, je vais peut-être prendre un petit verre de vin. Ah, ou un verre d'eau même, pour avoir l'air très sérieux. Ça va être bien. Hein. À la limite, un jus d'orange, mais qu'est-ce qui se passe là ? Mince, c'est pas mes intentions, c'est les intentions de la société. C'est la société qui me dit de faire des manières avec le patron, c'est pas moi. Oui. Et j'accepte cette dissociation à ce moment-là. Parce que j'ai une intention qui est vraiment la mienne et qui est au-dessus. Ce travail, je le veux et je vais faire des choses dans ce sens-là. Donc attention, j'ai pas dit que la dissociation, il fallait la refuser. Non. J'ai même dit que la dissociation, ça arrive à chaque fois que je suis menacé dans quelque chose, à chaque fois qu'il y a une insécurité. Donc ça fait partie de la vie. Hein. Donc, est-ce que être dissocié, des fois, c'est normal ? Oui. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Être associé, c'est être soi-même, et c'est normal que je me dissocie ? Oui, alors en vérité, maintenant que j'ai un peu planté le décor, je veux dire, le fond du truc, c'est que la vie, c'est des mouvements de dissociation et de réassociation. On passe notre temps à faire des mouvements de dissociation-réassociation. Et c'est quand le mouvement se grippe qu'on va mal. C'est pas se dissocier qui est un problème. C'est se dissocier et pas se réassocier. Alors, quand quelque chose me menace, c'est ce que je disais sur le mouvement de la vie. Donc, je reprends, d'accord ? Quelque chose me menace, je dois l'intégrer. Donc, je l'observe, je l'accepte, et comme je l'accepte, je peux voir le reste, et je le réemboîte avec le reste de ma vie, et je me réassocie. D'accord ? Mais si je le refuse, ça me revient dans la figure. Par exemple, je rentre chez moi, une journée de travail difficile. Et sur le trajet, j'ai la tête pleine de soucis du travail. Donc je me dissocie un peu. Je suis là dans ma voiture, mais je conduis un peu en pilote automatique. Et puis dans ma tête, qu'est-ce qui se passe ? Je ressasse ma journée. Et je ressasse mes soucis. Première option, je le refuse. Je refuse ces soucis. Il faut que je tienne. Non, il faut que je tienne, là. Le patron, il a dit que c'était pas difficile, que ça allait passer. Il faut que je tienne. J'ai déjà connu pire. Allez. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va me revenir dans la figure. Je vais penser qu'à ça. Il faut que je tienne. C'est dur, mais il faut que je tienne. Je vais rentrer chez moi, je vais penser qu'à ça. Ma femme va me parler, je vais dire ouais, d'accord, ok. Puis en fait, je suis dans mon truc. Les gamins vont vouloir jouer, je vais dire non, oui, d'accord, allez, super, hein, va te coucher parce que là, moi je suis fatigué en ce moment. Hein. Fatigué, faut pas me contrarier, là, et puis toi, commence pas avec l'histoire de vaisselle, de machin, là, parce que là, je refuse. Je refuse, ça me revient dans la figure et ça s'amplifie. Deuxième option, j'accepte. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vrai que c'est dur en ce moment. C'est vrai que je commence à fatiguer. Et c'est vrai que quand je pense à tout ça, j'ai qu'une envie, Alors, donc dissocié, j'ai qu'une envie, c'est de prendre des vacances. Voilà, je suis fatigué, je veux prendre des vacances, je remets les deux ensemble, je rentre chez moi, puis je dis à ma femme, tu sais chérie, j'ai pensé à un truc, je crois qu'on devrait prendre une petite semaine ou même un week-end prolongé là, parce que je commence à fatiguer, je crois que ça me ferait du bien qu'on soit un peu ensemble. Voilà, je me suis réassocié. Et j'ai remis ensemble différentes dimensions de ma vie. Vous voyez un peu l'exemple ? Votre ami, vous buvez un verre avec lui. Vous êtes bien, vous êtes associés. Et puis d'un seul coup, il vous dit, tu sais, je sors chez le médecin, j'ai un cancer en fait. Voilà, pendant 2 secondes, vous vous dissociez. Puis il y a des gens qui restent dissociés. Hein. Puis il y a des gens qui annoncent des maladies qui se retrouvent bien seuls. C'est triste, hein. Puis il y a des gens qui vont accepter. Oh là là, ils vont rentrer chez lui. Puis tu sais ce qu'il m'a dit Jean-Marc, oh là là, j'espère qu'il n'y a pas trop de Jean-Marc dans la salle. C'est ce qu'il m'a dit Jean-Marc et tout, voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose, Ok, je vais accepter que ça m'a fait quelque chose, et donc j'ai envie de faire quelque chose pour lui. Tu sais quoi, on devrait l'inviter dimanche prochain à venir boire le café. Donc j'ai réassocié. Pourquoi j'ai réassocié ? Parce que j'ai accepté ce que ça me faisait.
Le deuil, c'est pareil. Hein. Ah, il est mort, c'est terrible. Mais non, je veux pas le savoir. Non, attends. Il est mort et ça me fait mal. Et pourquoi ça me fait mal? Mais ça me fait mal parce que j'avais une relation avec lui. Si j'avais pas une relation très forte, ça me ferait pas mal. Et donc, en fait, cette tristesse qui soit plus là se transforme en joie, entre guillemets, de penser à cette relation. Comment les gens ils arrivent à résoudre leur deuil? C'est quand ils arrivent à parler de la personne qui est plus là sans pleurer, et avec le sourire, et se rappeler d'une anecdote marrante. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont réassocié les dimensions de leur existence. Il y en a qui ne réassocient pas, ils restent bloqués avec une idée qu'ils n'arrivent pas à accepter, et on peut le comprendre. Hein. Premier réflexe, quand vous avez un truc qui ne va pas, c'est de vouloir l'éloigner. Hein. Je peux comprendre. Hein. Sauf que ça ne marche pas. Sauf que ça ne marche pas. D'accord? Je peux vous donner encore d'autres exemples. Hein. J'ai un collègue, il est traducteur, interprète. D'accord? Et il doit traduire exactement ce qu'il entend dans l'autre langue. D'accord? Et les propos qu'il entend sont horribles. Méchants, racistes, enfin des trucs qui ne sont pas du tout dans ses valeurs. Alors soit il se dit, bon, allez, non, faut que je tienne, je dois pas tenir compte du fait qu'il dit des saloperies, je fais mon travail, et puis voilà. Puis il va être perturbé toute la soirée en se disant, tu te rends compte, et en plus je l'ai dit, donc à travers ma bouche, j'ai sorti des mots terribles, que je pense pas du tout, mais quelle horreur, j'en ai marre, ce boulot. Ou alors il se dit, ok, ce qu'il dit c'est vraiment des saloperies. Et donc ça montre bien que j'ai des valeurs, et que je suis différent de ça, et d'ailleurs dans mes valeurs il y a rester professionnel. Et donc mon métier implique que je le fasse quand même. Même si ce qu'il dit ne me plaît pas du tout. C'est parce qu'il l'a accepté qu'il peut se réassocier. Bon, je pourrais vous donner 1000 exemples. Hein. 1000 exemples. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on refuse? D'accord? Donc, j'ai dit là, c'est quand on refuse ce qui nous arrive, que la dissociation se bloque, et que ça tourne en boucle. Qu'est-ce qui fait qu'on refuse? Alors, soit on refuse parce que c'est pas agréable, on refuse son corps, je ressens ça et puis je veux pas le savoir, je fais comme si mon corps n'existait pas. C'est une des possibilités. Hein. L'autre possibilité, c'est que le fond soit insécure. C'est-à-dire que vous pouvez accepter la dissociation de la surface, comme l'histoire du type qui prend un dîner avec son patron et qui va prendre un verre d'eau au lieu de boire de l'alcool. Pourquoi il l'accepte? Parce qu'il est sur un fond qui est sécure. Le patron et l'employé savent très bien à quel jeu ils jouent, et quelque part, il y a une espèce de relation de confiance. On reste chacun dans notre rôle. Le fond est sécure, je peux accepter des dissociations de surface. Je vous donne un exemple plus prosaïque. Quand j'étais ado, j'étais stupéfait, je voyais mes parents se disputer, comme tous les couples, et quand on est ado, on voit l'amour comme quelque chose de très entier, très... Hein, et c'est pas possible, ils s'engueulent, et un quart d'heure plus tard, ils parlent d'autre chose, et on n'a pas l'impression que la dispute les a tant marqués que ça. Alors que moi, à 16 ou 17 ans, quand je me disputais avec ma copine, là, c'était... J'ai fini par comprendre, quand moi-même j'ai vécu la situation, de pouvoir se disputer avec la personne avec qui on vit, et puis un quart d'heure plus tard, on parle d'autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des couples qui partent en live, et des couples qui se disputent et qui recollent les morceaux? Bah, c'est le fond. Et le fond, c'est pas l'amour. Hein. C'est bien l'amour. Mais si le fond est sécure, si je sais qu'avec cette personne-là, j'ai des projets, j'ai des choses qui me relient à elle, des envies, des idées, une confiance, bah alors je peux supporter des dissociations de surface. Je peux dire, bon, ça m'agace, mais bon, je vais rien dire, ah, je me dissocie, je vais rien dire, parce que j'ai encore cette sécurité. Par contre, si le fond est insécure, si on est dans une relation de méfiance, bah le moindre truc qui dissocie les actions et les intentions, ça peut faire fissurer complètement le couple. Je caricature un petit peu, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les couples. Hein. Et c'est pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire, un fond sécure qui permet d'accepter une dissociation-réassociation de surface. Ça va? Vous suivez? C'est bon. Troisième possibilité, à mon avis, de refus, c'est la confusion identitaire sur les valeurs. D'accord? C'est la conviction erronée qu'on doit faire quelque chose. Alors, c'est les valeurs sociales, hein, c'est la société qui nous dicte des trucs comme ça. On doit, hein, comme je vous ai dit, on doit être fort. On doit être fort. Faut lutter. Mais qui a dit qu'il fallait lutter? Mais ça sort d'où, ce truc? D'accord, on est dans un monde de normes, hein, un monde où on impose des normes. Lisez Michel Foucault, pour ceux qui aiment la philosophie. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe avec
les normes qui entourent le... Justement, j'ai dit que j'étais féministe. Hein. Donc c'est les normes qui entourent le corps des femmes. Je vais vous raconter une histoire. Ceux qui me connaissent déjà cette histoire parce que je la raconte souvent. Ça, c'est des femmes des îles Fidji, en tenue traditionnelle. Comme vous pourrez le remarquer, les canons de la beauté aux îles Fidji sont un petit peu différents de ceux qu'on veut nous vendre, nous. Hein. Donc, ce qu'on aime aux îles Fidji, c'est les femmes très enveloppées. Pour le dire avec un euphémisme. D'accord? C'est ça qui plaît. En 1995, il y a une scientifique qui s'appelle Ann Baker, vous pouvez trouver son étude en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais. Elle a fait des études sur les îles Fidji. Elle a fait une étude en 1995 pour aller voir s'il y avait, dans une société où l'idéal de beauté c'est des femmes rondes, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement alimentaire? Est-ce qu'il y a des maladies, des boulimies, des anorexies, des machins? Non. La notion même de régime n'existe pas aux Fidji. D'accord? Donc pas de problème, pas de cas de ce genre-là. 95. 1998, 3 ans plus tard, 74% des jeunes femmes se trouvent trop grosses ou trop grasses. 69% ont fait un régime, et plus de 20% d'entre elles s'est déjà fait vomir pour se faire maigrir. Qu'est-ce qui s'est passé entre 95 et 98? Eh bien, aux îles Fidji, on a installé la télé. Il n'y avait pas la télé. Et on a su que c'était vrai, parce qu'il y avait une partie des Fidji où il n'y avait pas encore la télé, et les statistiques étaient encore très basses. Donc voilà. C'est un truc qui est paru dans le British Journal of Psychiatry, pour ceux que ça intéresse, c'est Ann Baker. L'étude se retrouve assez facilement sur le net, elle est en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais, c'est assez intéressant. Ah ouais, celle-là elle est vache. Hein. Une femme d'internet qui a publié cette photo-là. Quelle est votre excuse? J'ai 3 enfants, regardez-moi. Voilà. Alors si ça nous met des complexes, c'est qu'on veut ressembler à qui? Il y a des gens qui lui ont répondu, ils ont fait faire des photos par un photographe, que moi je trouve très belles ces photos, mais qui sont autrement. Voilà. Et puis ça va quoi. Et puis mon ventre il a des cicatrices, il est gros, mais il raconte une histoire quand même. Il raconte la naissance de mon fils. Et regardez le sourire qu'il me donne, mon fils. Ben oui, c'est ça, c'est nous. Imparfait. Et puis voilà les magazines. Vous voyez le genre de message. Un vrai guide pour maigrir à votre rythme. Comment j'ai maigri rapidement. Plan d'urgence avant le maillot. C'est formidable. Ventre plat, régime flash, moins de kilos, plus d'énergie. Mais ça va pas la tête, quoi. On fait un petit bonus, mincir express. Puis un autre, bel et bien dans son âge. Formidable. Donc voilà le modèle. Par exemple, quand on dit comment maigrir avant l'été, ça sous-entend qu'il faut maigrir avant l'été. La seule question c'est comment. Vous imaginez le sous-entendu qui est dans la question? Comment maigrir? Mais qui a dit qu'il fallait maigrir avant l'été déjà, au départ? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà qui est bien utile pour éviter de penser. Hein. Se conformer à un modèle. Hein. On ne perd pas trop de temps, on ne réfléchit pas trop, on ne sait pas trop quelles sont nos valeurs, on y va, quoi. Comme m'a dit... donc c'est quoi qu'on essaye de dire aux gens? C'est ça la confiance en soi, hein, que j'attaque. Ayez confiance en vous, soyez belle, soyez mince, soyez fort, soyez zen. Confiance! Mais c'est pas mes valeurs. Et puis c'est de la... Et regardez, ça c'est sur la surface, mais regardez le fond. Mais c'est insécure, j'ai une rivalité, je me compare sans cesse. C'est très insidieux, c'est très vache, c'est partout. C'est partout. Prenez un abribus, il y a une affiche, ça vous rentre dans la tête, même si vous ne l'avez pas trop regardé, l'affiche. Le cerveau est beaucoup plus balèze que ça. Vous vous rendez compte, on emploie des femmes mannequins, donc déjà qui sont censées être plutôt bien faites, et on les retouche avec l'ordinateur. En plus, quoi. Putain. Comme m'a dit quelqu'un dont j'apprécie beaucoup l'intelligence et les conversations, c'est une éducation à l'hétéro-référenciation.
sous le terme technique, hein, on vous éduque, on vous apprend à vous référencer par rapport aux autres. Hétéro-référenciation. Ça devient vos références. Je vais vous montrer que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Alors sur la droite de l'écran, vous avez la toilette de Vénus par Rubens, 1615. Voilà, Vénus, la déesse de la beauté. Plutôt grasse. Hein. Elle a des hanches. Il y a des plis. Des bourrelets. Et c'est la déesse de la beauté. Sur la gauche de l'écran, vous avez une femme qui a été considérée comme une des plus belles femmes au monde, Marilyn Monroe, qui faisait du 44. Taille américaine. Encore plus en France. Marilyn Monroe, qui a fait fantasmer des millions, voire peut-être des milliards d'hommes. Ça a changé, hein. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, est-ce que l'ordinateur va vouloir me lire? C'est une pub. Je suis très embêté que ce soit une pub, mais la pub, c'est un des seuls domaines où il y a encore de l'argent à investir, donc des fois, on a des belles pubs. C'est une pub intéressante. Pas tellement pour ce que la pub vend, mais pour la façon dont elle a été faite par une vraie réalisatrice, une réalisatrice engagée, qui a fait une pub. Alors le principe est assez simple. On a demandé à des femmes de différents âges, vous allez le voir, on leur a demandé, peut-être qu'ils l'ont déjà vu, hein, mais elle vaut le détour pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc on a demandé à des femmes de différents âges de... On met devant la caméra et on leur dit, est-ce que tu peux faire ça? On leur dit de faire quelque chose comme une fille. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Alors, ouais, c'est une pub, hein. Je vous ai dit que c'était une pub. Hein. Je l'ai prévenu, je ne vous ai pas pris en traître. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre? Alors, moi,
J'aime beaucoup cette pub. Hein. Je suis vraiment fan de cette pub. Mais à première vue, elle est bien. Hein. Moi, je trouve en 3 minutes, on change d'avis en 3 minutes, quoi. Enfin, on est bousculé en 3 minutes. Hein. Et la petite fille, elle court comme une fille. On en est compte, à un moment, il y a un truc qui se passe là. Alors, à première vue, c'est une pub qui parle de la confiance en soi et de l'estime de soi. Estimez-vous vous-même, vous êtes des filles, tenez bon, ayez votre fierté, ayez plus de confiance et plus d'estime. Et je pense que la réalisatrice, en toute bonne foi, c'est ça qu'elle voulait montrer. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au final, ça parle d'être soi-même. Je ne suis pas sûr que la réalisatrice l'ait réalisé, tiens, c'est intéressant. Mais la jeune femme noire, elle lui dit « Maintenant, t'entends quoi si je te dis cours comme une fille ?» Ben, c'est cours comme moi-même. Et la petite fille, elle lui dit « Qu'est-ce que t'entends si je te dis cours comme une fille ?» Ben, j'entends cours aussi vite que tu peux. Aussi vite que tu peux. Pas sois fière, sois une femme et conforme-toi aux standards de l'image féminine d'après certains féministes. Non! Sois toi-même. D'accord? Donc c'est une pub qui parle de confiance en soi et les gens sont très émus. Ah, la confiance en soi, c'est vrai, il faut que j'ai confiance, il faut que j'arrête de penser qu'une fille c'est inférieur. D'accord. En fait, ça parle d'être soi-même. Et c'est ça qui marche et je pense que c'est ça qui nous touche. Bon, vous voyez, la confiance en soi, c'est la même histoire. Hein. Ayez confiance, croire en soi. Donc je pourrais montrer tout ça largement sur autre chose que la condition féminine. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut être zen, il faut être performant. Hier, j'ai eu un patient qui me disait qu'il était embêté quand il voyait ses autres amis, IS et IES, parce qu'il avait l'impression que tout le monde trouvait que le sexe, c'était un truc extraordinaire, génial. Lui, il trouve ça bien, mais il dit, je pense que j'ai un problème, quoi. Je sais pas, tout le monde a l'air de trouver que c'est... Alors, c'est vrai, peut-être que quand on a 20 ans, qu'on est encore dans la découverte et tout ça, c'est bon, peut-être un peu de maturité, mais... Qu'est-ce qui lui arrive là? Il faut aimer le sexe? Alors attends. Et puis au bout d'un moment, dans la discussion, il a fini par se rendre compte que non, bah pour lui, le sexe, c'est une activité agréable à faire à deux. Voilà. Bon, bah alors voilà, c'est comme ça qu'il le voit. Pareil, il disait, l'amour. Ah, les gens, moi je suis avec quelqu'un depuis quelques semaines, alors, ou quelques mois, mais alors je vois mes copains, mes copines, quand ils sont tout fous à l'idée de voir leurs copains, leurs copines, et moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est pas de l'amour? Mais qui a dit que l'amour, c'était ceci ou cela? À quoi il essaye de se conformer, là? Je dis, mais finalement, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous dit « je t'aime » ça me fait plaisir, mais enfin bon, ça me fait un peu peur, quoi. Je dis, d'accord, et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous dit « je suis bien avec toi » Ah oui, là, ça me plaît. Bon, ben voilà, alors l'amour, ça marche mieux comme ça pour vous. Je sais pas, hein, vous arrivez à définir l'amour? Moi, je sais quand je suis amoureux. Je sais quand je ne le suis pas, mais je serai incapable de vous dire avec des mots. C'est pareil pour les autres. Hein. Pourquoi chacun n'aurait pas sa façon? Ben non, l'amour, il faut que ça fasse. Si vous sentez ça, alors c'est l'amour. Donc, pour aller vers la fin de ce propos et laisser de la place aux questions, je dirais que la confiance, c'est la sécurité qu'on trouve dans ce que j'ai appelé le fond. C'est ça la confiance. C'est pas quantitatif, c'est pas une quantité de confiance. C'est la confiance qui est présente sur le plan du corps et des relations. Si je suis dans des relations de collaboration, de coopération... Attention, collaboration, coopération, ça veut dire aussi je prends la relation pour ce qu'elle est. Je suis en relation avec un collègue de travail, je peux avoir une collaboration, une coopération dans le monde du travail. Je suis pas obligé de penser que ça va être pareil sur le plan personnel. Mais si je prends la relation pour ce qu'elle est, et même avec un patron, et même on peut avoir une relation de collaboration. Je reprends l'exemple, je dîne avec mon patron, on sait très bien quel jeu on joue, on sait tous les deux pourquoi on est là pour discuter quoi, on va tous les deux jouer des manières, parce que lui aussi, hein, quand il est avec ses potes, sûrement qu'il boit de la bière, il rote, il pète, enfin... Mais dans le contexte, ok, mais c'est d'accord, c'est une collaboration. J'ai confiance dans cette collaboration-là. C'est s'il brise les règles du jeu que là, ça va me faire bizarre. Ça va même me mettre mal à l'aise si le patron devient un peu familier. Vous êtes d'accord, hein? Donc collaboration, coopération, acceptation de ce qui se passe dans mon corps, ça c'est confiance. C'est ça la confiance en soi. C'est quand même beaucoup la confiance dans les autres. Hein. Et l'estime de soi, c'est les valeurs, mais celles qui sont à la surface, mais pas la quantité de valeurs.
Mais la qualité de valeur, quelle valeur? Sur quoi je m'appuie? Est-ce que c'est ma décision que je suis en train de prendre là? Est-ce que c'est en accord avec ce que je suis, avec mon identité, avec mes valeurs, avec mes intentions? Là, il y a de l'estime de moi. D'accord? Donc, renforcer la confiance en soi sur un fond insécure, c'est une idiotie. Si déjà vous êtes dans une relation de rivalité avec tout le monde parce que vous voyez des images qui vous imposent quelque chose, et que par-dessus ça, on va renforcer votre confiance, c'est idiot, vous êtes en train de construire une maison sur des fondations moisies, quoi. Il y a un très célèbre monument qui a des mauvaises fondations. La tour de Pise. Qu'est-ce que ça fait? C'est tordu. C'est tordu. Ajouter de la quantité à quelque chose qui est déjà une défense, c'est vraiment contre-productif. D'accord? Les gens, les militants de la confiance en soi, c'est ça. Hein. Ça se casse la figure dans ta vie, tes relations sont douloureuses. Renforce-toi! Voilà, la maison et les fondations. Donc, j'ai trouvé ces trucs assez drôles sur Internet. Soyez vous-même, parce que toutes les autres places sont déjà prises. Ah, c'est un très bon argument quand même. Hein. Puis celui qui est marrant aussi, c'est celui-là. Soyez toujours vous-même, sauf si vous pouvez être Batman. Dans ce cas-là, soyez Batman. Donc, comment être soi-même? Donc, je vous l'ai dit. Hein. Attention au respect. Alors, je n'ai pas donné de mode d'emploi. Je m'en excuse. Mais attention au corps. Alors, c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode. Et pourquoi pas la méditation, l'auto-hypnose. Moi, je pratique l'hypnose avec mes patients, donc je pense que c'est quelque chose qui est bien et qui nous remet dans notre corps. Les relations sécures, alors, en les rendant sécures, en sortant des logiques de méfiance et de rivalité. Par exemple, dans les couples, moi, ça m'arrive souvent de donner un conseil qui a l'air tout simple et qui pourtant, des fois, a changé la vie de pas mal de monde. C'est quand il y a de l'agressivité, de commencer les phrases par « je » au lieu de les commencer par « tu ». Réfléchissez à ce qui se passe si je dis à quelqu'un « écoute, t'es agressif ». Ou « écoute, quand tu dis ça, je ressens quelque chose, je ressens, ça me fait mal, moi ». Ah ben là, c'est entendable. Par contre, je dis « t'es agressif, tu fais chier ». C'est pas entendable. Donc, commencer les phrases par « je » plutôt que par « tu ». J'ai une anecdote par rapport à ça. Une fois, il y a un couple, je leur ai dit... Mais je leur ai dit, vous n'êtes pas obligé de le dire avec ces mots-là, mais je leur ai dit, par exemple, au lieu de dire « tu es agressif », vous dites « je ressens de l'agressivité ». Je dis, bon, après, vous formulez avec vos mots, c'est pas très naturel de dire « je ressens de l'agressivité ». Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils se disputaient tout le temps, ces deux-là. La fois d'après, ils sont revenus, ils étaient morts de rire. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, il a commencé à me gueuler dessus. Alors, je lui ai dit, oulala, je ressens de l'agressivité. Et du coup, à chaque fois qu'ils ont commencé à s'engueuler, ils ont fini par rire. Puis ça allait mieux. D'accord? Donc, rendre sécure une relation, donc par exemple dire je, savoir à quoi s'en tenir. Et puis, au niveau de la surface, se rappeler, effectivement, les actions doivent être correspondantes aux intentions. C'est quoi les intentions? Comment je découvre quelles sont mes intentions, mes valeurs? Quand est-ce la dernière fois que j'ai fait quelque chose qui correspond à mes valeurs? Tiens, je dis des fois, racontez-moi une histoire de votre vie, vous avez fait un truc qui vous correspond vraiment. Ok, c'est quoi cette valeur-là? Et comment vous l'appliquez dans votre vie? Ou comment vous l'appliquez par exemple, ah, je suis un petit peu loin de cette valeur-là. Ok, qu'est-ce que vous pourriez faire pour remettre cette valeur-là dans votre vie? D'accord? C'est très important. Si je suis en confiance, en sécurité, en lien avec mes valeurs, les choses difficiles vont venir, elles vont se dissocier, se réassocier, elles vont se réemboîter dans ma vie relativement facilement. Mais si je suis déjà en insécurité, je vais refuser tout ce qui m'arrive de difficile, et c'est normal, et ça va me revenir en boucle, et ça se démultiplie, et ça crée ce bon vieux copain qu'on appelle le stress. D'accord? Vous savez, il y a même un auteur américain, Rossi, dit que même on rentre dans une dissociation toutes les heures et demie, 2 heures. Et on fait 15-20 minutes de dissociation, comme les cycles du sommeil la nuit. Donc vous avez peut-être remarqué, à peu près toutes les heures et demie, on décroche un peu. On est... C'est pour ça que les gens qui ont organisé cette conférence ont eu la très bonne idée de la faire durer 1h30. Parce que si je me mets à vous parler 3 heures de suite, ça ne va pas le faire. Hein? Mais c'est normal, au bout d'1h30, on décroche parce que notre cerveau, il réemboîte ce qui vient de nous arriver. Ou pas. Alors soit on refuse cette dissociation, il faut que je tienne, je suis au travail, là j'ai pas le temps de rêvasser, là hop hop hop. Et je tiens, et je prends des risques sur le stress.
Et je désorganise mon cycle de dissociation-réassociation qui a lieu toute la journée, toutes les heures et demie. Si j'accepte qu'à des moments, vous voyez, je vais prendre ma voiture et je vais avoir des soucis au boulot, je me dis non mais attends, je vais vous donner un autre exemple. Je sors du boulot tout à l'heure et je me dis je viens ici. Je me dis, bon j'espère que ça va leur plaire, tout ça, je vais peut-être un petit peu répéter dans ma tête ce que je vais dire, je vais arriver tout stressé. Tandis que si je sors du boulot et que sur la route je mets de la musique à fond, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la musique, j'ai chanté, je me suis dit, je suis arrivé devant la salle, je dis oula, mais je vais faire une conférence. Oui, mais j'ai accepté la dissociation quelque part. J'ai dit ok, d'accord, tu rêvasses, t'es pas concentré, tu te concentres pas. 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, ça peut être 1h30, 5 minutes, ça peut être 2 heures, 15 minutes, ça dépend des gens. Mais si je suis sur un fond sécure et calme, les choses vont être beaucoup plus calmes. Je vais montrer une dernière vidéo, très courte, une vidéo d'un grand personnage. Alors, c'est le Dalai Lama. Il dit un peu la même chose que moi. J'étais content. Je ne voulais pas savoir. Je dis putain, le bonhomme, il dit la même chose que vous. Hein, ce que je vous ai dit, vous êtes dans un fond insécure, les difficultés arrivent, elles se réemboîtent dans votre vie. Vous allez voir. Alors lui, il traduit ça dans ses termes, hein, avec le calme, la méditation, le truc. Mais, puis la matérialité, bon, c'est un truc de bouddhiste. Vous allez voir sur le fond, c'est quand même intéressant. Usually, you see people, you see, in order to achieve happy life, we have to say, making also the importance of material value. So it looks our happiness come from material values. Of course, material values are very useful. We need that. But material facility alone will not create inner peace. I think you also have already, I think, some experience. More successful life, more money, maybe greed increasing. With that, jealousy also increasing. Suspicion also increasing. So, material value alone sometimes create more anxiety, more stress, more worry. So, ultimate source of happy life is our inner value. So therefore, irrespective of whether believer or non-believer, whether believe religion or not, we should pay more attention about our inner value. Now scientists, according to latest scientific findings, it now sort of clear that even good health or healthy body, the healthy mind is very essential. More peaceful mind brings healthy body, because mind calm, peaceful, then our healthy, our body sort of element also, you see, then remain more balanced. So that brings healthy body. And too much stress, too much worry, disturb our body element. That creates certain sort of problems about this body. So therefore, calm mind is very essential. Basic our mental attitude, calm. And then even some disturbances will come and will not remain longer. Come, go, come and go. Like immune system. Our body immune system is strong. And some virus, some germs come and may not disturb much. It's a basic physical condition, weak. Then small virus create a lot of disturbances, a lot of sort of problems for health. Like that. Mentally also, basic mental attitude,
calm, peaceful. And then disturbances may not much disturb. So therefore, the calm mind, peaceful mind, that's very essential. Alors, intéressant ça. Hein. Je trouve que, bon, déjà il est très très fort. Ce truc-là est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Je l'ai vu un bon paquet de fois et j'ai mis du temps à comprendre. Et encore, je suis pas sûr d'avoir compris. J'ai mis du temps à comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont il fait le parallèle avec le système immunitaire. Là. Vous êtes fort, alors moi j'ai traduit vous êtes sécure. Hein. Vous êtes sécure, votre corps il est, hop, petit virus, ils s'en vont, ils se mêlent à la vie qu'il y a dans le corps, ils fusionnent avec ou ils sont mis au bon endroit et puis hop, ça repart. Quand ça va bien, les bactéries, c'est super. Hein. On a plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans tout notre corps. Hein. On a des milliards de bactéries. Et ça va bien. S'il y a une faiblesse, si c'est pas en sécurité, la moindre petite bactérie devient une vraie catastrophe. Pour terminer, il y a un philosophe qui dit que dans la société de la norme, non seulement on va probablement vers des sociétés plus archaïques, mais on va sûrement vers des sociétés carrément animales. Canguilhem, le philosophe qui a dit ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire, on croit progresser avec toutes ces normes qui nous rendent parfaits. En fait, on régresse. On devient moins humain. Dans quel sens? C'est-à-dire que dans les animaux, chaque individu est une pièce du puzzle de l'espèce. Donc il y a une pièce du puzzle. C'est pas une importance en tant qu'individualité, mais en tant que pièce du puzzle global, qui doit se conformer à l'attitude sociale de la meute pour qu'elle puisse survivre, ou pour qu'elle puisse être ce qu'elle est. Donc, c'est l'inverse de cette singularité qui est typiquement humaine, en fait. Si on se conforme à la norme, on devient une pièce d'un grand puzzle global. Donc, on y oppose un petit peu la singularité. Je pense que la confiance en soi, c'est un machin qu'on essaye de nous vendre pour compenser ce mal-être qu'on a à se désingulariser. On se désingularise, on devient un élément du puzzle, il y a des normes, on n'est pas bien par rapport à ça, et pour nous donner un petit bonbon à suçoter pour se calmer, on nous donne la confiance en soi. Renforce-toi, renforce-toi, renforce-toi. Donc moi je n'opposerai pas la confiance en soi à cette désingularisation, mais bien la singularité, et donc définitivement avoir confiance en soi ou être soi-même, et bien définitivement être soi-même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a le temps pour des questions, sauf celle-ci, je n'y répondrai pas. Ah, la chemise de la Nicolas. Formidable. On commence à être dans la norme sociale, là, je sens. Non, mais en fait, c'est vrai que quand je suis venu, par l'intermédiaire d'une personne qui sont dans cette salle, on fait partie d'un site qui s'appelle ODS. J'ai pas entendu, excuse-moi. Vous faites partie d'un site internet qui s'appelle ODS. J'en ai parlé avec madame la journaliste de l'Est républicain tout à l'heure, et qui, moi, personnellement, m'a permis de prendre confiance. Ouais. Parce que on peut se tutoyer. Oui, ça me dérange pas. Souvent, à plusieurs reprises, tu évoquais pas des béquilles, mais souvent le cadre de la personne qui va au restaurant avec son patron, qui va boire une bière. Ouais. Je pense qu'au niveau de la confiance, on cherche souvent des béquilles. Il y en a qui sont accros aux antidépresseurs. Bien sûr. Voilà. Et moi, je pense que c'est mon avis. Hein. Mais j'attendais pas des réponses claires et nettes. Hein. Tu l'as bien précisé, tu n'étais pas là pour donner une recette miracle. Mais je pense que la confiance, elle se travaille. Je pense que c'est un boulot en fait, parce que quelqu'un qui a trop confiance en lui, je pense que c'est finalement pas bon. Quelqu'un qui manque de confiance, qui manque trop de confiance en lui, c'est pas bon non plus. Je pense qu'il y a un exercice, un travail, et que parfois, la solution, je parle de mon cas à moi, elle peut être trouvée à travers, je sais pas, je parle de l'alcool, de l'internet, il y a plusieurs dérivés, mais je pense que c'est un travail permanent. Je ne sais pas s'il y a une finalité comme dans l'enseignement où il y a un point A et un point B. Je pense que c'est un travail permanent. Alors, oui, ok.
Enfin, je sais pas, c'était pas une question, c'était... Ben, merci pour la remarque. Juste, non, j'ai toujours pas de son, c'est pas grave. Faut appuyer. J'ai pas confiance en moi, je vais pas réussir. Alors, peut-être juste pour dire que je pense que c'est bon. Je pense que oui. Je pense que l'idée de renforcer la confiance en soi et d'avoir recours à toutes ces choses-là, j'espère ne pas m'être mal exprimé. Je ne le critique pas et je ne le montre pas du doigt. Les gens qui viennent me voir dans mon bureau tous les jours viennent parce qu'ils ont essayé des choses et que justement c'est parce que ça n'a pas fonctionné qu'ils viennent. Et puis, comme disait un grand thérapeute, dans 95% des cas, le bon sens, ça marche, et puis dans 5%, ça marche pas, et c'est là où les gens viennent voir un psy. Il y a beaucoup de gens qui boivent et qui arrêtent de boire tout seuls. Beaucoup de gens qui se remettent de leur malheur dans la vie, puis des fois, ils n'y arrivent pas. Après, sur la confiance, vous dites quelque chose aussi, moi, qui m'intéresse, c'est que vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un groupe, et que ça vous a beaucoup aidé. Et moi, j'entends quand même, alors peut-être, c'est pas pour essayer de faire tout coller à mon modèle, hein, mais j'ai l'impression que, effectivement, pas être seul, être dans un endroit où il y a un peu de confiance, et ben ça nous renforce ailleurs. Et que parfois, les béquilles qu'on trouve, elles sont dans un monde insécure. L'alcool, il se trouve dans un monde insécure, c'est risqué de boire. Hein. L'Internet, il se trouve dans un monde de la rivalité, de plus en plus. Il y a des articles d'information, quand vous regardez les commentaires, c'est celui qui insultera le plus l'autre. On est dans un endroit où la norme sociale devient la rivalité, celui qui va écrabouiller l'autre. Donc, effectivement, la béquille qu'on pourrait trouver avec Internet de se renforcer, il faut faire, je dis juste, voilà, moi c'est juste une petite mise en garde sur le fond relationnel qui doit être sécure. Voilà. Après, c'est un travail de toujours aussi, qu'on le voit comme une jauge qu'on doit remplir ou qu'on le voit comme je viens de dire, ça reste un travail de faire attention à comment sont nos relations, à comment sont nos valeurs. Pas dire qu'il faut y réfléchir tous les jours. Hein. Mais oui, c'est un travail de toujours, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Vous avez dit que la sécurité précède l'autonomie. Oui. Mais est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, l'autonomie qui précède la sécurité ? Eh bien... Ok, ça marche pas ? Oui, ça marche. Bien, désolé, je persiste ici. Je pense que la sécurité précède l'autonomie. Je pense qu'on ne peut pas être autonome si on n'est pas d'abord sécure. Je donnais l'exemple de l'enfant qui apprend à faire du vélo, de la relation de couple, de plein de choses. On ne peut prendre son autonomie que dans une sécurité relationnelle. Si on est dans l'insécurité relationnelle, on est beaucoup trop mal pour prendre nos propres décisions. C'est un besoin beaucoup plus fondamental. Donc, non, moi je maintiens que la sécurité précède l'autonomie. Regardez, je vais prendre l'exemple de mon métier. Moi, j'essaye d'aider les gens à avoir plus d'autonomie. Mon but, quand ils viennent, c'est qu'ils aient plus besoin de moi. C'est intéressant quand même comme idée. Hein. Ils viennent dans mon bureau. Moi, mon but dans la tête, c'est qu'ils aient plus besoin de moi. Mais pour qu'ils aient plus besoin de moi, il faut d'abord qu'ils me fassent confiance. Donc d'abord, on va entrer dans une relation de sécurité. Et comme on sera dans cette relation de sécurité, ils pourront essayer des nouvelles choses. Ils pourront recevoir un conseil, recevoir une idée. Mais un conseil, une idée, si on est dans un environnement insécure, on ne le prend pas. Il y a plein de gens qui me disent « Oh, tu sais, la dépression, bon, faire un peu de sport, sortir un peu. » Mais attends, les gens passent leur temps à dire ça aux dépressifs. Secoue-toi. Mais si je dis ça à un dépressif, alors c'est pas, il faut continuer à le dire. Hein, quand on est des amis et qu'on n'est pas des thérapeutes, il faut se comporter normalement. Mais quand quelqu'un va vraiment mal, c'est déjà une rivalité. Il me dit secoue-toi, il croit que c'est facile. J'y arrive pas. Et s'il vient voir le psy lui dit mais levez-vous de votre lit. Mais j'y arrive pas. Bah oui, mais il va falloir vous lever de votre lit. Oui, mais j'y arrive pas. Mais si vous voulez que ça change, il faudrait se lever de votre lit. Mais je vous dis que j'y arrive pas. Donc je lui donne autonomise-toi. Non, il n'y a pas de sécurité. Le monde est dangereux. Donc ça passe par la dépendance pour avoir appris l'autonomie. Et bien sûr. Alors attention, dépendance est très mal connoté. Dépendance, ça veut dire j'ai du mal à m'en détacher. Mais, je vais le dire, je vais complexifier un chouïa le mot, je dirais que l'autonomie passe par l'hétéronomie. D'accord ? La dépendance au sens de, à un moment, j'ai dépendu de l'autre. Mais vous avez dépendu de l'autre pour tout. On vous a appris à parler. Mais aujourd'hui, vous parlez de façon autonome. Mais à un moment donné, tous vos apprentissages, sauf les 3 ou 4 réflexes d'un nourrisson, tous vos apprentissages sont le fruit d'une hétéronomie cachée.
Vous marchez parce que quelqu'un vous a aidé à marcher. Vous parlez parce qu'on vous a appris à parler. Vous écrivez, quelqu'un vous a appris à écrire. Quelqu'un qu'on n'aide pas, il devient, je ne sais pas, carencé, autiste, enfin, retardé mental. Donc oui, bien sûr, ça passe par l'hétéronomie. Mais ça, évidemment, j'ai bien conscience que c'est un peu politiquement incorrect dans le monde dans lequel on vit. On dit, sois seul, démerde-toi, compte sur personne. Bah non. Si tu comptes sur personne, bah voilà, c'est raté. Puis ça marche dans les deux sens. C'est parce que je compte sur les autres que les autres comptent sur moi. Bonsoir. Vous avez dit à un moment, c'est quand on compte sur les autres, non, quand c'est. Ouais. Or, moi, je rapproche quand même l'approche, parce que l'actuellement, elle a plus confiance en elle. Et comment elle peut avoir confiance en les autres, en la compétence, avoir foi dans la compétence des autres, quand on n'a plus confiance en soi? Alors, oui. Alors, c'est confiance dans les autres, ça ne veut pas dire confiance dans leurs compétences. Confiance, ça veut dire je peux m'y fier. Je peux être dans des... Si vous voulez, à la place enfin, avec confiance, j'ai aussi utilisé les mots collaboration et coopération. C'est-à-dire la question, c'est que quelqu'un qui va mal, qui est très très mal, souvent il n'arrive plus à collaborer. D'accord ? Moi je dis juste, il faut collaborer avant d'agir. Mais la bien-pensance actuelle, c'est il faut agir. Agissez, 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 agissez. Bien, attends, on va collaborer et ensuite on va agir. Il y a des gens qui ne veulent pas aller en thérapie à cause de ça. On leur dit tellement qu'il faut être autonome, et je ne peux pas me laisser aller à ça. Ils ne peuvent pas reconnaître à un moment donné, et c'est dur, mais je le comprends. Hein. Moi, je suis admiratif de chaque personne qui rentre dans mon bureau, parce que dans le monde dans lequel on vit, venir s'asseoir en face d'un type qu'on ne connaît pas, et lui dire « je vais mal, je souffre, et j'ai besoin d'aide pour surmonter ce truc-là », c'est hyper courageux. Moi, je suis très très admiratif des gens qui prennent ce courage-là, parce que le monde dans lequel on vit ne nous y encourage pas. Voilà. Donc, il faut compter sur la collaboration. Et parfois, quand c'est pas la collaboration de l'entourage, c'est vrai que c'est souvent pour ça qu'on va voir quelqu'un à qui on attribue une autre compétence, comme un professionnel. Effectivement. Mais bon, voilà, si je veux réparer ma voiture et que j'ai un copain qui s'y connaît, je vais lui confier la voiture, mais si lui-même il sait pas faire, je vais aller voir un garagiste et puis je vais lui demander. Voilà. Mais vraiment, entendez confiance comme relation de collaboration, comme opposé à méfiance. Et je pense que les gens qui donnent tout le temps plein de conseils très éclairés aux gens qui souffrent, les placent dans des relations de méfiance. Je peux que me méfier du monde si d'un seul coup tout le monde me dit que ce serait normal d'aller au ciné, ce serait normal de sortir, ce serait normal de s'amuser, ce serait normal de faire la fête, et moi je vois que j'y arrive pas, je me mets à me méfier des autres. C'est qui tous ces gens qui me disent que je suis pas normal? C'est qui tous ces gens qui me disent que je devrais faire ça? Et donc même des proches, et je commence à me dissocier parce que je sais qu'ils ont des bonnes intentions, c'est mes amis, c'est mes parents, c'est mes frères et sœurs. Et en même temps, dans leurs actions, je vois le contraire. Mon ressenti, c'est que je me méfie d'eux qui me font mal, et dans ma tête, je me dis, mais c'est mes proches, ils me veulent que du bien. Et c'est vrai d'ailleurs, ils veulent que du bien. C'est ça la difficulté des gens qui souffrent. Vous saisissez cette dissociation ou association qui ne se fait plus, le mouvement qui n'a plus lieu. Je peux parler sans peut-être. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez éprouvé le besoin de nous rassurer sur votre relation au féminisme. Vous avez commencé Écoutez, quand on regarde la composition de la salle, ça me paraît assez évident. Non, je rigole. Je vous rappelle que vous avez introduit le sujet en disant « Je suis très féministe ». Ouais. Voilà, c'est ma question. Alors, non, je vais juste expliquer pourquoi. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est que j'ai pris certains aspects sous l'angle du féminisme et de ce qui se passe autour du corps des femmes, parce que ça me paraît une question essentielle de nos jours, qui est loin d'être réglée et que moi je vois tous les jours dans ma pratique. Donc déjà, c'était un angle qui me paraissait intéressant. À un moment, pourquoi j'ai dit, c'était un peu une blague, j'ai dit, je suis très féministe, mais il y a des aspects du féminisme que je critique quand même. Voilà. Donc je suis très féministe dans le côté égalité des droits et des chances. Je suis méfiant quand certains courants du féminisme déclarent la guerre. Voilà. Donc j'ai rassuré pour dire que ce n'était pas une critique globale du féminisme, mais de cet aspect-là. Voilà, c'est tout. Je peux me permettre de vous donner ma réponse à ma question? Allez-y. En fait, j'ai le sentiment que vous avez éprouvé besoin de vous rassurer vous-même en me rassurant sur ce que vous alliez dire.
mais je trouve dans votre débat, c'est que on est tous un petit peu en train de regarder les autres. C'est toujours l'image des autres. On est toujours. Moi, j'ai fait un boulot, je ne vais pas vous dire lequel, mais j'ai fait un boulot et je pense que j'avais une empathie quand je faisais ce travail. C'est-à-dire que je ne me permettais pas de juger. Je faisais mon travail et je ne me permettais pas de juger. Je pense que vous êtes dans ce métier, vous nous êtes aussi ça. Je pense que s'il y a des problèmes dans cette société, c'est justement parce que sans arrêt, on est en train de juger et qu'il y a toujours des valeurs et que le fric, bien entendu, et la publicité vous amènent, comme on vient de dire tout à l'heure. Moi, je crois que c'est un peu tout ça qui nous arrive. C'est un peu ça notre malheur. J'espère que je n'ai pas trop mal parlé. Non, c'est bien. Je réponds en une. C'était pas une question, mais je réponds en une phrase. Pas tellement sur la question de l'empathie, mais en une phrase. Vous dites on regarde beaucoup les autres, certes, et du coup, et c'est ça le vice dans cette affaire, on se regarde beaucoup nous-mêmes. Voilà. Et c'est même pas tellement les autres qui nous imposent la norme, c'est ça le vice de la norme, c'est qu'à force qu'elle existe, on se l'impose à nous-mêmes. On est nos propres surveillants de prison. On se regarde dans le miroir et on se dit je ne suis pas comme Google. Je dois me regarder moi-même. Regardez, en parlant de Google, c'est intéressant, je ne veux pas digresser parce que je sais qu'il y a une question. Je poserai votre question, promis. Mais Google, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une grosse conférence à Paris, ils ont été très critiqués, la ministre n'y est pas allée parce que le type de Google, un des grands responsables de Google a dit la notion de vie privée est quelque chose qui est amené à disparaître. Alors c'est quelque chose qui est tellement stupéfiant pour nous, c'est l'article 4 des droits de l'homme, enfin on ne peut pas supporter cette idée, qu'elle n'y est pas allée. Et en fait, quand vous lisez l'interview du type de Google, il dit, mais le journaliste lui dit, mais attendez, vos robots chez Google, ils analysent le contenu de nos mails personnels, de toutes nos pages, de ce qu'on tape sur Internet, des trucs auxquels on s'intéresse, enfin, voilà, il dit oui, mais la vie privée, c'est une notion qui est amenée à changer, on n'aura plus la même définition, etc. Et le type lui dit, mais et si je veux, moi, faire un truc sur Internet et que je veux pas que les gens le sachent? Et qu'est-ce que lui répond le mec de Google? Très fort. Si vous voulez faire quelque chose et que vous voulez que personne ne le sache, c'est sûrement que c'est quelque chose que vous ne voudriez pas faire. Intéressant. Donc, c'est surveille-toi toi-même. Comme Big Brother est partout, c'est le panoptique, pour ceux qui s'intéressent à la philo, je vous renvoie encore vers Michel Foucault, et il analyse le panoptique de Bentham. Bref, on est nos propres gardiens de prison, on se surveille nous-mêmes, et peut-être je ne devrais pas le faire parce que ça pourrait se voir. Peut-être on va voir mon bourrelet qui dépasse, mais peut-être qu'on va voir le mail que j'ai envoyé, mais peut-être qu'on va voir... Dans la performance, j'ai parlé des femmes, on pourrait parler des hommes, hein. Ils sont soumis à une certaine pression aussi. Une question qui semble peut-être banale, mais quand on a un proche qui est en souffrance depuis des années et qui ne veut rien faire. Et quelle est la question? La question, c'est pour comment réagir. En fait, comme cette personne-là pète régulièrement des plombs, revient à une situation normale et retombe. Et tant qu'il n'aura pas géré cette situation, il ne débrouillera pas. Comment on peut faire tous les risques sans porter du jour en Il n'y a pas de... il n'y a pas de réponse absolue à une question comme ça, parce que c'est très fréquent des cas comme ça. Les gens ont des milliers de raisons de ne pas vouloir trouver de l'aide. Chaque situation est différente dans les gens qui ne cherchent pas à trouver de l'aide. C'est très variable. Il y a des gens qui ne veulent pas trouver de l'aide parce qu'ils ne veulent pas avouer leur faiblesse. Il y a des gens qui ne veulent pas trouver de l'aide parce qu'ils ne veulent pas changer de situation. Il y a des gens qui ne veulent pas trouver de l'aide. Voilà, on voit vraiment de tout, vous savez, quand on fait mon job. Je ne veux pas trouver de solution à ma dépression parce que si j'arrête d'être déprimé, mon mari va de nouveau vouloir coucher avec moi et alors moi je veux vraiment plus, donc finalement vaut mieux être déprimé. J'exagère, hein, à peine. Vaut mieux pas que j'arrête de boire parce que si j'arrête de boire, je vais voir ma vie qui me plaît pas, qui correspond pas à ce que je voulais et donc je vais... Il y a 1000 raisons, ou tout simplement je veux pas y aller parce que je veux pas avouer mes faiblesses, ou je veux pas y aller parce que finalement, une fois il y a une patiente qui avait une dépression, je lui ai dit, elle me parle de sa dépression, tous les effets, etc. Et c'est catastrophique, c'est terrible cette dépression. Et je lui dis, mais imaginez, je vous pose une question bête, hein. Vous êtes au marché, vous êtes vendeuse sur le marché, vous voulez vendre votre dépression. Vous visez quel genre de clientèle?
Qui est-ce qui pourrait être intéressé par votre dépression? Alors attendez, mais personne, enfin, c'est horrible ce truc, j'arrive rien à faire, je suis complètement dégoûté de la vie, vous vous rendez compte, j'ai même pensé aussi. Réfléchissez, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui pourraient être intéressées par un aspect de... Elle me dit, peut-être celles qui veulent en faire un peu moins à la maison. Parce que quand même, depuis que je suis déprimé, mon mari, il a compris ce que ça fait de s'occuper des gosses, de faire la bouffe, de faire le ménage. Maintenant, il comprend un peu. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'elle avait du mal à changer? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que changer, c'est difficile. Moi, je ne juge pas les gens qui ont du mal à changer. C'est très difficile, vraiment. Mais je peux pas... Enfin, il y a tellement de... Chaque cas est unique. Hein. Mon maître à penser, Erickson, il disait qu'il faudrait une théorie par patient. Donc je ne peux pas répondre de façon absolue sur ces questions. Je suis vraiment désolé. Faut pas culpabiliser. Ah non, moi, ça va. Non, mais la personne, quand on est... Mais non, il ne faut pas culpabiliser. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. C'est vrai que c'est toujours compliqué. Quand on aide quelqu'un, on l'aide parce qu'on l'aime. En même temps, quand on aide quelqu'un, on lui rappelle en même temps qu'il n'y arrive pas. Quand j'aide quelqu'un, je lui donne 2 messages. Je lui dis « je t'aide parce que je t'aime », et en même temps, je lui dis « je t'aide parce que tu n'arrives pas ». Prendre un exemple tout bête, les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs et qui ont tellement de rituels et de tocs et de machin, que des fois, la famille participe au rituel. Parce que sinon, ça les angoisse. Alors pour les calmer, ils participent au rituel. Oui, mais ça aggrave le rituel. Alors on s'en sort pas. Quelqu'un qui est agoraphobe, il n'arrive plus à sortir de chez lui. Du coup, il a plein d'amis qui lui amènent les courses, qui font tout pour lui, qui vont lui chercher les trucs, les machins, qui l'emmènent en voiture parce qu'il ne peut pas sortir à pied. D'accord, tu l'aides parce que tu l'aimes, mais en même temps, tu es en même temps en train de lui dire qu'il n'y arrive pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement arrêter de l'aider? Non, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'aider autant que ça? Non plus, évidemment. C'est plus compliqué que ça. Donc chaque cas est unique. Bonsoir, Roland Pavot. Je me pose la question, et attendant que vous me rassuriez sur... Alors, rassurez-vous. Rassurez-vous. Est-ce que notre système de référence ne fait pas abstraction des personnes qui, et il y en a beaucoup, vous le savez très bien, qui ont, je ne sais pas comment employer, un vice de fonctionnement. Je m'explique. Je pensais par exemple, vous avez évoqué vous-même ces propres exemples, c'est pour ça que je me sens autorisé à en parler, même si ce n'est pas le lieu ici. Vous avez parlé de schizophrènes, vous avez parlé de personnes qui ont des troubles bipolaires. On pourrait faire toutes les scènes de 4 je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai eu le sentiment que tout ce que vous avez dit jusqu'à présent s'adressait à une population de personnes qui pouvaient avoir une action sur ce mouvement d'association et de dissociation. Mais quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, une mécanique psychologique déconne, n'est plus opérant. Je vais vous répondre. Vous dites s'adresse surtout aux personnes qui peuvent avoir une action. De mon expérience, il serait erroné d'imaginer que les schizophrènes ne peuvent pas être actifs sur leur vie. Ils sont beaucoup plus actifs sur leur vie qu'on veut bien l'imaginer et qu'on veut bien le dire dans les médias. Après, effectivement, mais pour moi, la schizophrénie, comme pour l'instant on arrive de mieux en mieux à la soigner, à la compenser, mais pas à la guérir complètement, à l'enlever comme on enlèverait chirurgicalement quelque chose, on compense, pour moi, ça relève plus de quelque chose qui est de l'ordre d'un handicap. Et j'ai beaucoup de respect pour ce mouvement. Le handicap ou la maladie qui dure longtemps. Quelqu'un qui a un diabète, quand il va vouloir équilibrer son alimentation, il ne va pas le faire tout à fait pareil que tout le monde. Parce qu'il a un diabète et qu'il doit tenir compte de ça sur le long terme. Et voilà. Mais une fois qu'il a compensé ce que vous appelez un vice de fonctionnement ou un handicap ou voilà, une dysfonction du corps, alors à partir de là, non, il a des actions sur sa vie. Mais bien sûr que voilà, si une schizophrénie c'est un handicap, il faut faire quelque chose pour que ce handicap soit pris en charge. À un moment donné, on a pensé avec erreur que ça y est, on avait trouvé, quand les premiers médicaments sur la schizophrénie sont sortis, on s'est dit ça y est, on va guérir la schizophrénie. On n'en est pas encore là. On la soigne de mieux en mieux, mais on ne les guérit pas. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire on va les rendre indépendants, autonomes, on dit on va organiser leur dépendance. C'est comme si je disais, je vais redonner des jambes à tous les gens qui sont en fauteuil roulant. Bon, n'étant pas Jésus, n'ayant pas cette prétention, je ne peux pas le faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets un fantasme que je vais rendre indépendant et sans aucune aide, aucune, tous les gens en fauteuil roulant?
Je vous dis plutôt, il y a un handicap, une certaine dépendance, des choses qu'ils n'arrivent pas à faire seuls ou qu'ils ont besoin d'accessoires humains ou matériels pour les aider, et je vais organiser ça. Moi je pense que pour la schizophrénie c'est pareil. Pour la schizophrénie ou pour d'autres choses, il y a le traitement, il y a l'organisation de la vie autour. Et donc d'accepter encore une fois cette hétéronomie. Je tourne un peu en rond dans mon... Mais les personnes qui ont ces maladies-là restent actives dans leur vie, vraiment. Surtout maintenant qu'on les soigne bien. Si j'ai bien compris, vous dites être soi-même. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, comment être soi-même? Parce que parfois, enfin souvent, on fait beaucoup de choses parce qu'on pense que c'est bien de les faire, et c'est pas forcément ce qu'on a envie. Et je me pose aussi la question, parce que je travaille auprès d'enfants, est-ce qu'on aide vraiment les enfants à être eux-mêmes dans la manière dont on les élève? Parce que très souvent, fais pas ci, fais pas ça. Enfin, voilà, je me dis finalement, être soi-même, c'est très difficile. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Hein. On n'aide pas un enfant si on ne fait attention qu'aux envies de l'enfant. On aide un enfant si on fait attention à ses besoins. Et donc ça, c'est quand même déjà très différent. Et souvent, les enfants à qui on dit fais pas ci, fais pas ça, ou qui font un caprice, quand ils expriment une envie, ils expriment un besoin. Souvent, ils expriment un besoin d'attention, un besoin de comprendre quelque chose. Et c'est pas en cédant aux envies, mais bien en faisant attention aux besoins. Donc ça, déjà, c'est une différence assez importante. Et je pense qu'il est important de prendre conscience de ses propres besoins et pas envies. Et le besoin number one, c'est la sécurité, j'insiste. Après, dans la façon dont on les élève, si on parle du système global éducatif, bien sûr qu'il y a des critiques à faire. Bien sûr que beaucoup de gens disent, et à raison, les enfants différents, les enfants qui pensent pas tout à fait pareil, sont vite étiquetés dans des cases, dans des machins. Quand j'ai fait de la pédopsychiatrie, on savait beaucoup d'enfants, oulala, il est peut-être hyperactif, regardez voir, il n'est pas hyperactif. Moi, il n'est pas hyperactif, mais il bouge un peu plus que les autres. Il pense un peu différent, il se comporte pas tout à fait pareil, il prend son temps. Oui, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais le fait pas ci, fait pas ça, c'est aussi une notion qui est importante à l'âge adulte, c'est mes besoins vont se heurter aux vôtres. Et là, il va falloir qu'on collabore, j'insiste, on collabore pour trouver une entente. Franchement, c'est ça qu'il faudra apprendre aux enfants. Tu as des besoins, j'ai des besoins. Et c'est pas que mes besoins sont supérieurs aux tiens. C'est qu'on va trouver un arrangement. Bien souvent, plus l'enfant est petit, et plus l'arrangement, c'est que certains besoins de l'adulte, ou certaines choses exprimées par l'adulte, vont devoir être mises en avant. Si mon gamin ne veut pas attacher sa ceinture dans la voiture, je suis désolé, bon, mais il a une envie de ne pas attacher sa ceinture, il a peut-être un autre besoin, peut-être qu'il est en train de me dire autre chose. Vous voyez, donc, il faut être très nuancé dans ce qu'on fait avec les enfants. Voilà. Mais il y a un cadre, quoi. Il y a un cadre qui est mes besoins et les tiens se... Voilà. Mais c'est comme ça tout le temps. Hein. Et après, ça va être pareil. Je respecte le code de la route, pourquoi ? Parce que j'ai peur du flic. Je respecte le code de la route parce que globalement, peut-être pas sur chaque loi du code de la route parce que je ne comprends pas la logique de tout, mais globalement, j'ai accepté que respecter le code de la route, c'est peut-être éviter des accidents. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Voilà. Mais c'est pas facile d'aider un enfant à devenir lui-même. Ouh là 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 là. Et personne ne peut se vanter d'avoir fait d'un enfant vraiment lui-même. Il fait comme il peut. Il est comme nous. Moi, vous savez, je suis ni à penser que les enfants sont des grands méchants pervers, comme le disait Freud, ni à penser que les enfants sont forcément des anges et toujours bien intentionnés, etc., comme on entend dans d'autres idées. Les enfants, ils sont comme nous. Ils ont des bons côtés, des mauvais côtés, des fois ils sont sympas, des fois ils le sont moins, et puis voilà, il faut faire avec. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la notion de besoin est importante. Juste une toute petite question. Allez-y. Je voulais vous demander quoi faire concrètement quand on est en présence d'un proche ou d'une amie qui vous dit qu'elle ne va pas bien, qu'elle déprime. Et si on ne lui dit pas booste-toi, fais un effort, qu'est-ce qu'on lui dit ? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre indirectement. Je vous donne un exemple qui a une idée qui a évolué dans le monde de la psychiatrie, mais qui, à mon avis, ne devrait pas être réservée qu'au monde de la psychiatrie. Cette idée-là, c'est sur la question du suicide. Je suis désolé, c'est un sujet un peu sombre, mais c'est quand même vachement important. Pendant un temps, même les psys pensaient que demander à quelqu'un s'il a vraiment envie de se suicider, ça risquait de lui donner des idées. D'accord ? Oh là là, mais si je lui pose la question, peut-être qu'il n'y pensait pas et que de ma faute, il va mourir. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense au suicide, souvent, il a un peu honte d'y penser, il a un peu peur de ce qui va se faire à lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'en parle pas ? Eh bien, en face, inconsciemment, on lit de la peur, on se dit « j'ai peur de ce que je veux me faire à moi-même », et si l'autre il a peur, c'est que j'ai bien raison d'avoir peur. C'est que c'est effectivement un sujet sensible. Si j'évite soigneusement le sujet, c'est que c'est effectivement un sujet sensible.
Ça, je me le dis inconsciemment. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Et moi, je vois bien quand les gens vont très mal, j'ai reçu aux urgences psychiatriques ou quoi, et je leur dis, mais vous avez déjà pensé à mourir tellement vous souffrez? Vous avez déjà imaginé ce que vous feriez? Ben, ça les soulage. D'accord? Donc je dirais que c'est un peu pareil, il y a un moment donné où même pour ses proches, on peut accepter. Il y avait une méthode de prévention du suicide qui est intéressante et il y a des gens qui essaient de l'apprendre à plein de monde qui disent que c'est comme le massage cardiaque, on devrait tous apprendre cette méthode, c'est la méthode QPR. Vous pouvez essayer de trouver sur internet, vous trouverez des tas de ressources en anglais, mais il y a peut-être des trucs en français aussi. La méthode QPR pour la prévention du suicide, ça veut dire Question, Persuade and Refer. Questionner, persuader et en référer. Donc c'est-à-dire question, et c'est l'étape pour moi la plus importante, savoir poser la question. Poser la question aux gens qui vont mal, celle du suicide, mais aussi d'autres questions. Persuader, alors persuader avec beaucoup de respect, il y a tout un tas de questionnaires et de machins, et puis se référer à un professionnel quand on est dépassé. Moi, je ne sais pas réparer les voitures. Voilà, donc quand on ne sait pas réparer les voitures, on demande un garagiste. Mais je pense que pour aider les proches, il faut faire attention. Alors bien sûr, encore une fois, dans 90% du temps, ça marche. Ce coup, toi, allez, viens, on va sortir, je vais t'emmener au resto. Et puis, dans 10% des cas, ça ne marche pas. Les gens sont vraiment dans la dépression, ils sont vraiment mal. Et là, il faut savoir, plutôt que d'essayer de secouer indéfiniment, essayer d'accepter qu'il y a quelque chose de très dur qui est en train de se passer pour la personne. Donc, accepter. Accepter. Même nous, accepter que là, c'est dur, que là, il est dépassé, que ça ne sert à rien d'essayer de le persuader que la vie va bien. Mais ça sert à quelque chose d'accepter que, dans son point de vue, la vie va mal. Moi, j'essaye, vraiment, je dis jamais aux gens, ça va aller. Hein. Jamais je dis ça. Peut-être dans ma vie privée, ouais, peut-être. En tout cas, dans ma vie professionnelle, jamais. Quand les gens disent, ça va mal, je leur dis, oui, vous souffrez, là. Là, c'est dur. C'est dur pour moi, docteur, j'en chie. Oui, vous en chiez, vraiment. C'est vraiment dur. Ok, donc là, je veux bien collaborer sur un terrain collaboratif. Tout à l'heure, vous parliez, c'est un exemple de l'autre, de mission en voiture avec le plafond, finalement, la confiance vous-même, je ne vais pas dire que vous en souffrez, mais vous savez ce que c'est. Et ma question est très simple, c'est comment vous travaillez là-dessus, vous-même, vous connaissez. Bien. Écoutez, j'en souffre. Je pense que toute personne qui prend la parole en public, à un moment donné, c'est un peu, forcément, c'est pas un exercice toujours facile. Alors bon, j'ai de la chance, j'ai l'habitude, parce que je donne beaucoup de cours à la fac et tout ça, et je fais de la formation, donc, mais c'est pas pour autant que quand il y a 40 chaises dans la salle et qu'à la fin il y a 200 personnes, je dis oula, je suis comme tout le monde. Hein. Après, moi, ce que j'ai dit, ça rejoint la question aussi à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure sur comment. Encore une fois, j'ai pas de recette miracle, mais je pense qu'il faut penser aux 4 niveaux. Voilà. C'est-à-dire comment ça se passe en termes de corps, et là je pense vraiment tenir compte de son corps, ça peut être le sport, la méditation, l'auto-hypnose, je crois qu'il faut prendre, à un moment donné, tenir compte de son corps. Regardez par exemple, quelqu'un qui veut, une patiente hier qui avait un double problème, d'abord, elle était beaucoup trop grosse, elle voulait vraiment maigrir, elle était vraiment en danger sa santé à force de grossir, et deuxièmement, elle voulait arrêter de fumer. Donc dans les deux cas, elle s'en prend à son corps. Je dis, vous savez, arrêter de fumer, maigrir, c'est la même histoire en termes de résolution. Vous avez 2 façons de faire. Et une façon de faire dissociée, je refuse mon corps. C'est-à-dire, je déteste ce corps. Je le regarde dans la gueule, je le trouve moche, je le hais, je le déteste. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le discipliner. Je vais lui faire des efforts, je vais faire un régime, faire du sport, je vais le forcer. Pareillement, tabac, c'est pareil. La volonté, je tiens. Une autre façon de faire, c'est regarder son corps et se dire, oula, c'est mon corps, c'est le mien, déjà, j'en ai pas d'autre. Et là, mon corps, apparemment, il est en difficulté, mon corps. Il souffre. Et effectivement, j'ai peut-être pas fait exprès, mais je lui ai infligé ces souffrances-là aussi. Quand j'ai mis des cigarettes dans mes poumons, j'ai fait ça aussi à mes poumons. Et c'est dur. Et j'ai pas tenu compte de la souffrance qu'il y avait dans mon corps. Et donc, quand je regarde quelqu'un qui souffre, j'ai une envie de l'aider. Là, c'est pareil, un enfant qui n'arrive pas à faire ses devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Il vous lui dit, t'es nul. Je vais te dresser, moi, à faire des multiplications. Quelle est la différence avec, même si ça vous énerve, ça vous prend le chou, que ce gosse, il ne comprenne rien, que 3 x 2, ça fait 4. Qu'est-ce qui se passe, par contre, si vous vous asseyez à côté et que vous dites, attends, il y a un truc qui est compliqué pour toi, t'as pas compris? Est-ce que... Attends, montre-moi. Attends, je vois bien que tu souffres. Vous savez, les gens qui souffrent, pardon, hein, on a tous souffert. Hein. Je vais dire un truc un peu... C'est pas méchant, hein. Les gens qui souffrent, ils sont pas toujours beaux à regarder.
Ben oui, la souffrance, on n'a jamais envie de la regarder en face. Et je dis même pas de trouver ça beau. Je dis pas aux gens qui ont des problèmes avec leur corps de dire « j'aime mon corps, il est très beau ». Ça, ce serait confiance en soi. J'accepte mon corps, je regarde, c'est celui-là. Et maintenant, est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce que je peux lui tendre la main et l'aider? Peut-être un enfant qui souffre et il n'est pas toujours très beau à regarder. Les enfants qui souffrent et qui expriment ça par de la colère, des caprices, voire de la violence. Oh, c'est pas sympa, hein? On n'a pas forcément envie, de prime abord, de s'asseoir au même niveau et de dire « attends, oh là, c'est difficile ». Donc voilà, moi je dirais ça, c'est-à-dire l'acceptation du corps, c'est dire « ok, c'est mon corps, est-ce que je peux l'aider? Est-ce qu'il y a une souffrance? D'accord? Mon corps accepté. Donc ça peut être s'occuper de son corps ou ça peut être l'accepter. Et puis au niveau des relations, faire attention à la sécurité des relations, comme je vous l'ai dit, avec il y a des trucs de communication, mais il y a aussi faire attention à quoi je tiens dans mes relations autour. Et puis les actions et les intentions. Alors, encore une fois, c'est pas des choses à réfléchir tout le temps. On n'est pas obligé dans un couple de se poser la question tous les matins sur quelle fondation est mon couple, quel est notre projet, sur quoi on collabore et tout. Mais quand ça chauffe un peu, de temps en temps, se dire qu'il y a un lien sur autre chose, ça fait du bien. Pareil pour les actions, les intentions, vous n'êtes pas obligé de poser la question 24 heures sur 24, quelles sont mes valeurs, suis-je bien conforme à mes valeurs, blablabla. Mais une fois de temps en temps, de se dire, attends, est-ce que je ne suis pas en train de faire des choses qui ne me correspondent pas? Est-ce que je ne suis pas en train d'accepter des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs? Est-ce que je n'ai pas moyen de faire autrement? Ou est-ce que je peux les accepter parce que ça fait référence à une valeur encore plus importante pour moi? Quand les gens acceptent ça, ils tiennent. J'aime pas mon boulot, je vais me barrer. Bon, en même temps, je le supporte. C'est vrai, je ne m'éclate pas, mais je le supporte. Et j'ai une autre valeur encore plus forte, c'est que je veux quand même continuer à travailler pour que mes enfants ils aient un niveau de vie comme ci ou comme ça. Dissociation, je réassocie les deux. Bon, ben pour l'instant, faute de mieux, je vais quand même continuer à faire des efforts dans ce travail pour nourrir mes enfants. Et ça va. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça va. Ce que je voulais dire, ce sera peut-être pour finir,